Donc, bon après-midi. Je suis Nathalie Palanque de la Brouille. Je travaille en cosmologie au CEA de Saclay. Et dans la continuité de ce qui vient de vous être présenté par Françoise Combe, je vais vous parler du projet Sloan du SDSS et plus spécifiquement donc, des différents apports que ce projet a pu faire dans le contexte de la structuration de l'univers. Donc, je vous montrerai dans un premier temps très brièvement les objectifs cosmologiques principaux de ce projet qui a été vraiment consacré à la grande saga de la structuration de l'univers. Donc, je vous reparlerai un tout petit peu donc, du BAO et des distorsions spectrales dont vous venez d'entendre parler. Et ensuite, je vous introduirai les objectifs supplémentaires de ce projet et en particulier tout ce qui concerne la propagation des particules dans l'univers et comment on va pouvoir, de ces études-là, avoir des informations extrêmement contraignantes sur des neutrinos en particulier ou même la nature de la matière noire. Donc juste pour vous rappeler un petit peu la structuration, donc vous avez vu beaucoup d'images qui ressemblent à celle-ci et par contraste, je vais vous présenter celle-ci. Vous prenez des galaxies dans l'univers, ici une densité de galaxies qui est typique de ce que l'on a sur 500 degrés carrés d'univers. La couleur représente la distance de ces galaxies, ici exprimée en termes de redshift, comme on vient de le voir. Et imaginez que vous les distribuiez de façon totalement aléatoire dans l'univers, vous avez quelque chose qui ressemblerait à ceci. Or, pour une même densité de galaxies avec la même distribution en distance, donc en redshift, voici ce que l'on a dans un relevé réel. Et justement, la différence entre ce que l'on a dans un relevé réel et ce que l'on a dans une distribution aléatoire, c'est la source même de la structuration de l'univers qui n'est pas aléatoire et qui porte avec elle une quantité importante d'informations qui vont nous permettre justement d'étudier la cosmologie grâce à ces informations qui sont portées dans la structuration de la matière. Alors d'où vient cette structuration? On l'a vu un petit peu, je vais le rappeler parce que ce sont quand même des notions très importantes et assez nouvelles peut-être pour une partie d'entre vous. Donc dans l'univers extrêmement primordial, lorsqu'il est encore sous forme de plasma, on a des surdensités, des petites fluctuations de densité qui vont se traduire dans l'univers ultérieur par une distribution inhomogène de galaxies qui constituent justement les structurations que l'on vient de voir. Alors la formation de cette inhomogénéité dans la distribution des galaxies, elle est exprimée à travers cette succession d'images que je vais vous montrer ici et qui illustre comment se propage une surdensité dans l'univers initial. Donc surdensité, ça veut dire un excès de densité, et on considère ici un excès de densité à une position donnée, où toutes les composantes de l'univers, donc la matière noire, le gaz, donc les baryons, les photons, donc la lumière, les neutrinos, là, le terme en vert que l'on ne voit pas bien, sont initialement avec le même excès de densité. Lorsque l'univers évolue, chacune de ces fluctuations, sous l'effet de leur pression, vont pouvoir évoluer. La matière noire, on considère qu'elle n'est affectée par aucune pression, donc elle, essentiellement, elle reste à la position initiale. Par contre, on a un plasma de photons et de gaz qui va, sous l'effet de la pression de ce plasma, s'étendre et donc se propager ensemble, les photons et les gaz qui se propagent, qui s'écartent de leur position initiale grâce à la pression interne du plasma. Les neutrinos, eux, sont des particules qui n'interagissent quasiment avec rien et qui vont donc pouvoir se propager quasiment librement et s'échapper de cet excès de matière au centre que l'on avait au départ. Ceci jusqu'à ce que le plasma n'existe plus, jusqu'à ce que l'univers devienne neutre et auquel cas ce plasma de gaz ionisé de photons cesse d'exister, ce qui veut dire que les photons et les électrons sont libres de se propager individuellement. Les photons, eux, vont continuer à s'éloigner de leur position initiale, tandis que les baryons sont figés là où le plasma a cessé d'exister. Et donc on voit ici un pic de densité à la position initiale et un second pic de densité là où les baryons ont été entraînés par le plasma initial. Donc, tandis que l'univers continue d'évoluer, les photons rattrapent les neutrinos et on a ces deux pics de densité qui vont chacun ensuite, en tant que puits potentiel, accréter la matière qu'ils ont autour d'eux. Et donc, le pic de densité initial va accréter les baryons, tandis que le pic de baryons
qui a été tiré par le plasma va accréter la matière noire qu'il a dans son environnement. Et donc ça, c'est vraiment l'explication de l'origine de cette distribution inhomogène des galaxies que l'on peut observer aujourd'hui due à ces fluctuations de densité que l'on a dans le plasma primordial. Et donc cette distance-là, elle est parfaitement déterminée puisqu'elle est donnée par la durée d'existence du plasma. Et comme on sait parfaitement l'époque à laquelle ce plasma a cessé d'exister, à une époque où l'univers était âgé de 380 000 années, on sait exactement la distance de cette corrélation caractéristique que l'on peut retrouver ici comme une distance privilégiée dans la distribution des galaxies. Et c'est exactement cette distance privilégiée que l'on appelle la distance BAO pour, en anglais, oscillation acoustique des baryons. Alors, cette distance privilégiée a été observée donc, dans la fonction d'autocorrélation à 2 points, comme vous venez de le voir, en 2005 pour la première fois. Une confirmation expérimentale magnifique 7 ans après, où la détection n'est plus une simple indication, mais une véritable détection très claire, à 5 sigma, ce qui est le seuil critique pour une détection en physique. Et aujourd'hui, on va au-delà de cette simple détection d'un excès de densité à 3 dimensions. On arrive à décorréler les informations transversalement à la ligne de visée et le long de la ligne de visée, qui nous apportent des informations différentes sur les paramètres qui décrivent notre univers. Et donc ici, les 2 paramètres que j'ai mis en évidence, c'est une distance angulaire transversalement à la ligne de visée et la fameuse constante de Hubble le long de la ligne de visée. Et on peut exprimer ces 2 paramètres indépendamment. Donc, lorsque l'on ne mesure qu'une distance à 3 dimensions isotropique, on a une dégénérescence totale entre ces 2 paramètres. Mais lorsque l'on commence à pouvoir faire une mesure séparée des 2 informations, parce que nos données sont plus précises, on arrive à déterminer séparément la constante de Hubble, la distance angulaire ici, et avoir donc des informations beaucoup plus contraignantes sur les paramètres qui décrivent notre cosmos. Une autre information qui est également un des objectifs principaux du survey Sloan, du relevé Sloan, c'est la mesure de ces Ritchie Space Distortions, donc ces distorsions spectrales de puissance. Je rappelle ici, avec ce simple schéma, l'origine de ces fluctuations. Donc, dans l'espace réel, c'est-à-dire l'espace où les positions sont données par des distances entre les galaxies, on peut imaginer un cercle ici qui entourerait une surdensité, un excès de densité à l'origine, mais toutes les galaxies vont avoir tendance à tomber dans le puits de potentiel, dans l'excès de densité que l'on a au centre, et donc les galaxies sont animées elles-mêmes de vitesses qui sont orientées vers la surdensité centrale. Or, ce que l'on mesure dans l'univers, c'est transversalement, on a une mesure de la position des objets, mais le long de la ligne de visée, on n'est pas capable de dire à quelle distance est un objet. On ne détermine la distance que par la mesure de sa vitesse. Et à travers les lois, justement la loi de Hubble, cette vitesse peut être convertie en une distance. Mais ce que l'on voit là, c'est que la vitesse que l'on mesure a d'une part une composante cosmologique, c'est la vitesse liée au redshift provenant de l'expansion de l'univers, mais a également une composante qui vient du fait que la galaxie est en train de tomber sur la surdensité centrale. Et donc une galaxie qui est située derrière cette surdensité va tomber vers elle, et donc de notre point de vue, va avoir une vitesse qui va être atténuée par rapport à sa vitesse d'expansion de l'univers, la vitesse d'éloignement qu'ont toutes les galaxies par rapport à un observateur dû à l'expansion de l'univers, tandis qu'une galaxie qui est située plus proche de nous que la surdensité centrale va avoir sa composante particulière qui va s'ajouter à la composante cosmologique et donc va paraître avoir une vitesse plus importante et donc être à une distance plus élevée. Et c'est la cause de cet aplatissement que l'on voit lorsque l'on regarde non plus en distance mais en vitesse ou en redshift et que l'on observe aujourd'hui très clairement dans les distributions des galaxies que l'on peut observer avec le Sloan.
Et cette mesure de l'aplatissement d'une distribution qui naturellement devrait être sphérique nous permet de mesurer la croissance gravitationnelle des structures, donc justement cette composante de vitesse liée à la croissance des structures, qui est elle-même un signe de la façon dont la gravité agit et qui nous permet précisément de faire des mesures sur les déviations à ce que l'on prédit par un modèle de relativité générale standard. Donc là, c'est l'état des lieux aujourd'hui. En bleu, on a les prédictions de ce paramètre de mesure de croissance gravitationnelle selon un modèle de gravité qui suit les lois de la relativité générale. Tous les points aujourd'hui sont compatibles avec cette loi-là, mais c'est parce que les observations ont encore des incertitudes extrêmement importantes. Et dans un avenir proche, on espère que les incertitudes ne seront pas plus larges que la largeur de cette prédiction. Et donc, si les points ne sont plus en accord avec la prédiction, on aura mis le doigt sur une déviation au modèle de relativité générale. Donc ça, c'était pour vous donner un petit aperçu des objectifs principaux du Sloan. Mais ce sur quoi je veux me concentrer maintenant, c'est la structuration à toute petite échelle et les effets de libre propagation. Donc qu'est-ce que je veux dire par cette libre propagation? Voici ici deux simulations numériques de l'univers où les filaments ici représentent les filaments de baryons et de gaz et dont on voit la structuration de l'univers selon les modèles de matière que l'on met dans notre univers. Vous voyez une différence claire entre ces deux images qui représentent les mêmes particules initialement, sauf que dans ce cas-ci, on a rajouté des neutrinos qui sont des particules que l'on sait exister, qui ont des masses extrêmement petites et qui vont avoir tendance, je viendrai ensuite dans le détail des explications de ce phénomène, mais qui vont avoir tendance à lisser les plus petites structures. C'est-à-dire que là, le bruit que l'on voit à petite échelle est totalement lissé ici, et ce n'est pas un problème d'image, c'est parce que les petites échelles ont justement disparu dans l'image de droite en raison de la présence des neutrinos. Et cette suppression des petites échelles nous permet justement de contraindre les propriétés des particules qu'il y a dans l'univers et qui vont agir sur ces plus petites échelles. Donc c'est ce sur quoi je vais me concentrer maintenant. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail le projet BOSS du Sloan, qui est ce projet qui s'est consacré à la mesure de la structuration dans l'univers et à sa composante Lyman-alpha, dont on a beaucoup entendu parler sur la fin de l'exposé de Françoise Combe, mais qui va justement nous apporter l'information aux plus petites échelles. Alors voici le télescope du Sloan. Il a fonctionné en continu depuis 2009 en mode spectroscopie, donc d'abord avec les 5 premières années dans le cadre du relevé BOSS, et depuis 2014 continue de prendre des données dans le cadre de BOSS Extension, donc, qui s'appelle le projet eBOSS. Au foyer, ici, vous avez au primaire un télescope de 2,5 mètres de diamètre au Nouveau-Mexique et les données sont prises au moyen de plaques d'aluminium d'à peu près 1,10 mètre de diamètre. Et les trous qu'il y a dans ces plaques dans lesquels sont enquillées les fibres optiques sont les positions des objets dont on veut mesurer le spectre. Et donc il faut prédire à l'avance où on veut aller observer, produire ces plaques, faire les trous aux bons endroits, mettre les fibres optiques, donc ça demande tout un travail de préparation très conséquent. Et au total, on arrive comme ça à avoir à peu près 9 ou 10 plaques, enfin 9 plaques prêtes pour chaque nuit. Comme la prise de données dure à peu près 1 heure, ça veut dire qu'avec 9 plaques, on arrive à couvrir une nuit d'hiver standard. Le temps de manipulation pour le changement des plaques, vous voyez qu'avec 9 plaques, on couvre largement 9 heures, donc c'est à peu près cohérent avec les plus longues nuits que l'on peut observer. Mais ça veut dire qu'il y a un travail en journée très conséquent pour préparer les plaques en vue des observations. Voici des données réelles. Ici au milieu, ce sont des simulations numériques. Par contre, les points en noir et les points bleus et rouges au-dessus, ce sont des vraies données prises par ce relevé BOSS. En bas, vous avez une distribution de galaxies à raisonnablement faible redshift, donc des objets raisonnablement propres. La zone intermédiaire, c'est des zones qui ont été couvertes par le projet eBOSS, mais qui n'étaient pas encore observées dans le cadre du projet BOSS.
Et à plus grande distance ici, vous avez la forêt Lyman alpha, donc que je vais décrire en longueur dans les quelques transparents qui suivent, et qui peut être observée au cœur des quasars les plus lointains. Donc vous avez ici typiquement les nombres d'objets qui ont été observés, donc 1,2 million de galaxies rouges par BOSS, 250 000 de plus dans le cadre du projet IBOSS, et au niveau des forêts Lyman alpha ici, 180 000 forêts par BOSS, 60 000 de plus dans IBOSS, et vous avez ici au centre les 700 000 objets supplémentaires qui ont été observés dans la gamme intermédiaire de Redshift qui n'avaient pas été couverts auparavant. Alors qu'est-ce qu'une forêt Lyman alpha ? Ces forêts Lyman alpha sont justement la possibilité pour nous d'observer le milieu intergalactique, c'est-à-dire toute la distribution de gaz neutres qu'il y a dans l'univers. Et pourquoi est-ce qu'on peut les observer avec ce relevé BOSS ? On observe en pratique pas la forêt directement, mais des quasars extrêmement distants. Les quasars, comme on l'a vu, ce sont des objets extrêmement lumineux et donc qui présentent l'avantage de pouvoir être observés à de très très grandes distances ou à de très grands redshifts. Ils illuminent sur leur trajectoire tout le milieu intergalactique et ce milieu intergalactique, c'est lui que l'on va utiliser comme sonde justement de la matière qui s'y situe et va nous permettre d'avoir accès aux informations aux plus petites échelles. Donc à droite, ce que vous avez là, c'est un petit film qui va vous montrer comment se produit, comment se construit la forêt Lyman alpha au sein d'un spectre. Donc le spectre que vous avez là, c'est la répartition de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Ceci, ce serait pour un spectre de quasar s'il n'y avait aucune matière sur sa ligne de visée qui venait à altérer ce spectre. On a ici l'émission Lyman alpha, donc c'est cette première transition électronique dans l'hydrogène neutre qui fait passer un électron de la couche n égale 1 à la couche n égale 2, ou ici plus précisément si c'est en émission de la couche n égale 2 vers la couche n égale 1 et vous avez l'émission d'un photon à une énergie caractéristique qui correspond à la transition Lyman alpha. Comme tout l'univers est en expansion, cette transition qui a une longueur de 1216 angstroms dans le référentiel du laboratoire va être décalée vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers. Et donc, toute absorption de cette même longueur d'onde, mais le long de la ligne de visée du quasar, va être décalée à une longueur d'onde moins importante que celle de l'émission Lyman alpha, et donc va se construire sur la partie bleue ici du spectre Lyman alpha, du spectre du quasar. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? On va y arriver. Ça y est, j'y suis. Hop. Et donc c'est ce que l'on voit ici. On a ce petit film qui vous illustre la lumière provenant du quasar, et au fur et à mesure qu'elle traverse des nuages d'hydrogène, vous voyez l'absorption qui se produit dans le spectre du quasar due à ces absorptions par les nuages d'hydrogène. Là, on vient de traverser une galaxie, donc une concentration beaucoup plus importante encore d'hydrogène neutre, et c'est ce qui a provoqué cette absorption totalement saturée dans le spectre du quasar. Donc à l'arrivée, quand on regarde un quasar lointain, on a l'émission du quasar lui-même et dans toute la région bleue du quasar, on a cette succession de pics d'absorption qui constitue une véritable forêt d'absorption et qui va nous permettre de reconstruire la densité de matière le long de la ligne de visée. Plus c'est absorbé, plus la densité de matière est importante, comme on l'a vu lors de la traversée de la galaxie. On a ici deux exemples réels de spectres de quasars. Dans un cas ici d'univers proche avec extrêmement peu d'hydrogène neutre, donc très très peu d'absorption. Ici, dans l'univers plus lointain, une quantité plus importante d'hydrogène neutre, une densité plus importante, une forêt plus importante également. Donc ce que l'on mesure, c'est la fraction de flux transmis que l'on convertit en spectre de puissance. Donc c'est un peu sur le plan mathématique, c'est la transformée de Fourier de l'émission. C'est ce qui nous permet de voir quelle est la puissance en fonction de la distance de séparation entre les objets, entre les nuages. Pour faire cette étude, on est parti de 60 000 quasars, dont on a extrait à peine 20%, qui sont les quasars qui étaient les plus appropriés à cette étude, en fonction de la qualité des spectres, des propriétés du détecteur sur chacun de ces quasars, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des formules. Le spectre de puissance, le voici. Donc cette information de quelle est la puissance dans le signal, quelle est la puissance d'absorption de la forêt Lyman alpha en fonction de l'échelle. Donc l'échelle, c'est la grandeur K qui est indiquée ici en abscisse de ce graphique.
c'est un nombre d'ondes, donc c'est une inverse de distance. Les grandes échelles sont à gauche, les petites échelles sont à droite. Et on voit ici la puissance. Et donc en pratique, pour chacun des intervalles en redshift, donc en distance dans l'univers, on a la puissance que l'on peut mesurer et que l'on va pouvoir comparer à nos prédictions d'après des simulations numériques. Donc je vous ai introduit tout le contexte, l'expérience. Voyons maintenant quelles informations justement on peut tirer de ces modèles et de ces observations. Alors, je vous ai parlé des neutrinos qui sont justement ces particules que l'on va pouvoir étudier grâce à la structuration de l'univers à petite échelle. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur les neutrinos? Ce sont des particules qu'on a longtemps cru ne pas avoir de masse, qu'on pensait avoir une masse nulle. Or, depuis quelques maintenant décennies, un certain nombre d'énigmes dans les observations astrophysiques nous ont indiqué que les neutrinos étaient nécessairement des particules massives. Ces énigmes, ce sont ce que j'ai appelé les oscillations des neutrinos, ou plus précisément, les oscillations des neutrinos sont les éléments qui ont permis de résoudre les énigmes solaires et atmosphériques que je cite ici. L'énigme solaire, c'était, on sait que le Soleil fonctionne par des réactions thermonucléaires, donc le Soleil émet des neutrinos dont on peut prédire la quantité dans la mesure où on arrive à déterminer la température du Soleil. Or, lorsque l'on a monté des expériences pour mesurer ce flux de neutrinos qui nous provenait du Soleil, on n'arrivait jamais à retrouver la quantité de neutrinos qui permettait d'expliquer la température que l'on observait au sein du Soleil. Il a fallu des expériences beaucoup plus sophistiquées où on arrivait à détecter non pas uniquement les neutrinos électroniques qui sont les neutrinos qui étaient fabriqués au cœur du Soleil, mais d'autres types de neutrinos également, des neutrinos muoniques, des neutrinos tauiques. On sait aujourd'hui qu'il existe effectivement 3 formes de neutrinos et c'est lorsque l'on a pu mesurer ces 3 formes de neutrinos que l'on a vu qu'on retrouvait le nombre de neutrinos émis par le Soleil, donc le nombre de neutrinos provenant des réactions thermonucléaires au sein du Soleil, mais arrivés sur Terre, ces neutrinos n'étaient plus des neutrinos électroniques comme ils étaient lors de leur production, mais avaient changé de saveur. Et c'est à l'origine de ce que l'on appelle ces oscillations de neutrinos, c'est-à-dire que les neutrinos créés sous une forme de neutrinos électroniques ont, lors de leur propagation vers la Terre, oscillé dans d'autres formes qui sont celles dans lesquelles on peut les détecter aujourd'hui. Et ce phénomène d'oscillation n'est possible que si les neutrinos ont une masse. Donc, dès lors que l'on a pu prouver que les neutrinos changeaient de saveur au cours de leur vie, de leur propagation vers la Terre, ça veut dire que les neutrinos n'étaient pas des particules sans masse comme les photons, mais étaient des particules massives. Un autre type d'observation que je ne vais pas décrire pour de propagation de neutrinos dans notre atmosphère a également mis en évidence des phénomènes d'oscillation, cette fois-ci avec une autre valeur d'oscillation qui montre une autre caractéristique de différence de masse entre les différentes saveurs de neutrinos. Donc ces oscillations de neutrinos, c'est le diagramme que j'ai représenté en dessous, où comme ce que l'on mesure par ces phénomènes d'oscillation, ce ne sont pas des masses directement des neutrinos, mais des différences de carré même des masses entre les saveurs qui oscillent, le fait que l'on ait mesuré ces différences ne nous donne pas une information directe sur la masse des neutrinos. On a juste des informations, des contraintes sur les différences de masse. Et donc on peut avoir 2 scénarios possibles. Soit on a 2 neutrinos très légers, pour expliquer les oscillations solaires, et un 3e neutrino séparé et plus lourd, soit c'est le phénomène inverse. Et à supposer que le plus léger soit en gros de masse nulle, alors on peut sommer finalement les masses et avoir une information sur la valeur minimale de la somme des masses des 3 neutrinos, qui s'exprime ici dans cette unité d'électronvolts, soit de 0,06 électronvolts dans le cas de gauche, soit de 0,10 électronvolts dans le cas de droite. On a par ailleurs une autre information sur la masse des neutrinos qui nous provient de la désintégration directe du tritium, désintégration bêta du tritium. Et là, on a une valeur maximale que l'on peut émettre sur la masse du neutrino électronique de 2 électronvolts. Comme on sait, grâce à cette information-ci, que les 3 saveurs de neutrinos ont quasiment la même masse, ça veut dire que si l'on s'intéresse de nouveau à la somme des masses des neutrinos, alors on a des bornes qui nous ont été imposées par la physique des particules, de 60 000 électronvolts au minimum et de 3 fois 2, c'est-à-dire 6 électronvolts au maximum. Donc la physique des particules nous donne déjà une information quand même assez précise sur la masse de neutrinos. Toutefois, dans l'univers, on a quasiment autant de neutrinos que l'on a de photons.
Et cette densité-là est plusieurs milliards de fois supérieure au nombre de protons, c'est-à-dire des constituants élémentaires de la matière dans l'univers. Donc ça veut dire que même si les neutrinos ont une masse extrêmement faible, ce 0,1 électron-volt, c'est dans le domaine de masse que l'on a vu déterminé par la physique des particules, c'est une masse qui est 10 milliards de fois plus faible que la masse du proton, mais compte tenu de l'excès de la densité de neutrinos par rapport à la densité de protons, on voit que la masse totale des neutrinos dans l'univers est du même ordre de grandeur que la masse totale des protons, c'est-à-dire des objets qui nous entourent dans l'univers. Or, les protons, on les voit, ce sont les planètes, les étoiles, les galaxies. Clairement, ils ont une importance dans l'univers, donc il paraît assez naturel que les neutrinos ne sont pas du tout négligeables et ont nécessairement une importance également sur la structuration de l'univers. Et d'où l'intérêt de s'intéresser à la cosmologie pour voir ce que l'on peut apprendre sur les neutrinos, ou à l'inverse, comment les neutrinos vont affecter la façon dont les galaxies se forment et se structurent dans l'univers. Alors, que se passe-t-il justement sur cette histoire de l'univers et l'impact des neutrinos? Leur masse est extrêmement faible. Comme la vitesse de propagation d'une particule dépend de sa masse et de la température typique qu'il y a dans l'univers à une époque donnée, on voit que cette masse faible des neutrinos fait que pendant longtemps dans l'histoire de l'univers, ils vont avoir une masse totalement négligeable par rapport à la température de l'univers. Et donc ils se propagent à des vitesses relativistes. Donc ceci c'est le cas, ils se propagent à des vitesses relativistes, c'est-à-dire à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, jusqu'à ce que leur masse devienne conséquente. L'univers, lui, il est en expansion, donc la masse des neutrinos ne change pas, mais l'univers est en expansion, et comme tout gaz qui est en expansion, ce gaz se refroidit. Donc l'univers qui démarre avec des masses très très importantes finit par avoir une température... j'ai dit une masse? Non, excusez-moi. L'univers qui démarre avec une température très, très élevée, petit à petit à une température qui décroît. Aujourd'hui, la température de l'univers, c'est 3 degrés Kelvin. C'est extrêmement froid. Donc les neutrinos qui n'ont pas une masse très élevée, mais à un moment donné, ils finissent par avoir une masse supérieure à la température typique que l'on a dans l'univers. Donc ils démarrent relativistes, mais à un moment donné, ils deviennent non relativistes. Donc on voit que leur rôle va évoluer au cours de l'univers. Tantôt, ils se comportent comme des photons, quand ils sont relativistes. Tantôt, ils se comportent comme de la matière lourde, massive, quand ils deviennent non relativistes. Par contre, pendant longtemps, ils se propagent à une vitesse comparable à la vitesse de la lumière. Et donc la lumière, on n'a jamais vu une boule de lumière. La lumière, elle ne s'agglomère pas, elle ne forme pas des structures. Et il en est de même pour les neutrinos. Tant qu'ils sont relativistes, ils effacent toute tentative de structuration, alors pour les neutrinos eux-mêmes, mais ils vont même ralentir les galaxies qui, elles, tentent de se structurer sous forme de galaxies et d'amas de galaxies. Et ceci va dépendre de la masse des neutrinos. Plus les neutrinos sont lourds, plus leur suppression de l'agglomération, de la structuration de la matière va être forte. Par contre, s'ils sont lourds, ils vont devenir non relativistes plus tôt, et donc l'effet se fera sur des distances plus faibles, puisque l'univers aura moins eu le temps d'entrer en expansion que pour des neutrinos plus légers. Donc on voit que l'effet de suppression des fluctuations par les neutrinos va dépendre de leur masse de deux façons, par l'amplitude des suppressions et par les distances sur lesquelles ils vont agir. Donc ceci se mesure, alors je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais se mesure par un spectre de puissance de nouveau, donc c'est la même information que ce que je vous ai donné tout à l'heure. C'est une information de la puissance en fonction d'une échelle, avec les grandes échelles à gauche, les petites échelles à droite. Et ici, c'est un spectre de puissance qui a été mesuré à partir d'une grande multitude de sondes, avec les fluctuations du fond diffus cosmologique sur la partie gauche ici, la distribution des galaxies qui, elle aussi, nous apporte une information sur la puissance de la structuration de la matière sur les échelles intermédiaires. Et c'est les plus petites échelles ici, on a l'information de puissance obtenue à partir des forêts Lyman alpha. Donc ça, c'est pour la matière. Qu'en est-il maintenant si on regarde la partie, l'impact que vont avoir les neutrinos sur cette distribution-là? Mais je vous ai dit qu'aux plus petites échelles, toutes ces échelles-là qui ont lieu dans la période où les neutrinos vont être relativistes, les neutrinos ne se structurent pas du tout. Donc le spectre de puissance, la puissance de structuration dans les neutrinos elles-mêmes est nulle. Et eux-mêmes ralentissent également la structuration de la matière, qui est ici indiquée en trait pointillé.
et donc en trait tiré, je veux dire. Et donc si l'on fait la puissance totale neutrinos plus matière, on a quelque chose d'intermédiaire ici. Et on voit que les neutrinos vont avoir une tendance à freiner ici l'information de puissance, enfin la puissance qu'il y aura dans la structuration aux petites échelles. Aux plus grandes échelles, par contre, ce sont les échelles d'aujourd'hui, et là, les neutrinos sont devenus non relativistes, donc ils n'ont plus d'impact. Ils se comportent comme la matière elle-même. Alors, l'effet là est tellement faible que c'est très difficile, si on faisait la distribution sur ce graphique-là, de voir l'impact des neutrinos. Donc, ce que l'on fait, c'est non pas ce graphique-ci, mais le rapport de la puissance que l'on attend pour un spectre dans lequel on prend en compte la masse des neutrinos à la puissance que l'on attend dans le cas où l'on considère que les neutrinos n'ont pas de masse. Et donc ce rapport-là, comme je vous le disais, aux plus grandes échelles, on a toujours les grandes échelles à gauche, n'est pas affecté. Par contre, aux petites échelles, on a une suppression en raison de la masse des neutrinos, et comme on l'avait vu, d'autant plus importante que les neutrinos ont une masse élevée. Donc ça, c'est les deux courbes rouges ou bleues pour deux jeux de masse des neutrinos ici. Et donc ces distances-là, ces échelles-là, on peut les étudier avec différents types d'objets. Donc dans le domaine des plus grandes échelles, c'est les informations que l'on mesure typiquement avec les données du fond diffus cosmologique. Aux échelles intermédiaires, avec les galaxies. Aux plus petites échelles, avec l'information Lyman alpha. Et l'intérêt aussi de l'information Lyman alpha, c'est qu'on voit que c'est à l'époque où l'effet de suppression des neutrinos est le plus élevé. Donc c'est là que l'on peut espérer avoir l'information la plus précise. Alors, cependant, dans le forêt Lyman alpha, ce qu'on a vu, c'est que ce que l'on mesure, ce n'est pas la distribution des nuages d'hydrogène directement. On mesure un flux absorbé. Donc, on est obligé, pour remonter à la distribution de matière, d'avoir une prédiction sur la façon dont l'information en matière va se transformer en information de flux. Et ça, on ne peut pas l'avoir facilement juste avec des équations. On est obligé de passer par des simulations hydrodynamiques dans lesquelles on a pris en compte la matière, le gaz, les neutrinos. Et ces simulations-là, c'est une partie assez difficile à mettre en place et c'est indispensable pour pouvoir faire la mesure dans la forêt Lyman alpha, qui n'est pas juste une information provenant de la position des objets, mais c'est également une information qui nous provient du flux absorbé, et donc on est obligé de passer par une étape supplémentaire ici. Alors qu'est-ce que c'est que ces simulations? On part des informations que l'on a pour la matière, on injecte ça dans des simulations numériques dans lesquelles on a introduit toutes les composantes que l'on connaît, et avec ces simulations-là, on peut faire l'équivalent de nos observations, c'est-à-dire on tire des lignes de visée dans nos boîtes de simulation, on voit la distribution d'hydrogène, on en déduit les spectres des quasars que l'on mesure, et donc on peut faire directement le calcul de qu'est-ce que l'on prédit pour un type d'univers donné, et on comparera aux données. Donc, juste pour vous montrer ici, oubliez tout le reste, une image du type de supercalculateur que l'on est obligé d'utiliser pour faire ces simulations. Des simulations hydrodynamiques, ce sont des simulations très très lourdes pour faire une évolution de l'univers raisonnablement homogène que l'on a dans les premiers instants à l'univers structuré que l'on mesure aujourd'hui. Il faut plusieurs dizaines à plutôt centaines de milliers d'heures de calcul. Et donc ça, sur un ordinateur, c'est un peu difficile. Même les étudiants les plus acharnés, ils ne sont pas prêts à y passer ce temps-là. Et donc, on est obligé de paralléliser le travail et d'utiliser jusqu'à des milliers d'ordinateurs en parallèle pour faire ce type de calcul. Mais en pratique, si on veut en plus de ça faire évoluer les différents ingrédients que l'on met dans nos modèles pour justement aller étudier différents types de modèles, comme différentes masses de neutrinos ou différents modèles de matière noire, il va falloir jusqu'à des millions d'heures de calcul. Donc, millions d'heures de calcul, c'est vraiment plusieurs années si on travaillait sur même ça va jusqu'au siècle, si on travaillait sur un seul ordinateur à la fois. Donc, il est indispensable de paralléliser le processus et de travailler sur des milliers de cœurs simultanément. Donc là, je vous parle de structuration depuis tout à l'heure. Ce que je vais vous montrer dans ce petit film, ce sont 4 images. Il y aura une 4e image qui apparaîtra ici, dans lesquelles on voit la structuration en ayant séparé les composantes. Donc en haut à gauche, c'est le gaz d'hydrogène. C'est celui que l'on va pouvoir observer avec le Sloan, puisque ce que l'on observe, c'est l'absorption liée à ce gaz d'hydrogène. En rouge, c'est la matière noire. C'est la composante dominante de la masse dans l'univers, mais on ne la voit pas. Donc elle est présente, on est obligé de la mettre dans nos simulations, mais ce n'est pas notre observable directement.
En jaune, ce seront les neutrinos. Alors, à cette étape-ci, on démarre dans un univers suffisamment jeune pour que toutes les composantes soient réparties de façon uniforme. La structuration n'a pas encore vraiment commencé. Les neutrinos sont tout aussi uniformes que les autres, mais eux, contrairement aux autres, vont le rester beaucoup plus longtemps. Et à droite, qui n'existe pas encore, ce seront les étoiles. Et les étoiles, elles sont formées à partir du gaz. Lorsque le gaz se sera accumulé suffisamment, donc aura atteint une densité suffisante tout en restant à une température suffisamment faible pour former des étoiles. Et donc on va voir les étoiles qui vont se former ici. Ah bah zut, on n'a rien vu du tout là. Ça y est. Donc ici, ça a démarré? On ne dirait pas. Voilà, donc là, toujours pas. Ah, ben ça, c'est pas de chance. Bon, ben, je viens de changer de Mac, alors là, pas de chance, je ne vais pas prendre le temps de le chercher. Désolée, ce sera pour la prochaine fois, ou alors je vous le ferai parvenir par François pour une autre occasion. Bon, je vous donne quand même le résultat. On voit ici, lorsqu'on laisse l'univers évoluer, les structures comme celles que l'on observe dans nos données. De même sur la matière noire, et donc ça c'est un bon signe, ça veut dire que les baryons, le gaz, a effectivement une structuration comparable à celle de la matière noire, et donc étudier le gaz, c'est une bonne indication de ce qui se passe sur la matière en général. Les neutrinos, par contre, ils restent uniformes quasiment partout, sauf des petites régions dans lesquelles on dirait une boule de peluche un petit peu qui a subi de l'électricité statique, donc qui a tous ces poils tout autour. Une très légère surdensité dans les surdensités les plus importantes que l'on aurait pu voir dans les distributions de gaz ou de matière noire. Donc les neutrinos restent essentiellement diffus toute l'histoire de l'univers, sauf pour les surdensités les plus importantes, donc aux plus grandes échelles, mais néanmoins affectent les distributions ci-dessus et donc peuvent avoir des contributions mesurables. Alors juste une petite information donc, qui semble technique comme ça, mais je vais vous la donner très brièvement. Les neutrinos, jusqu'ici, je vous parle de somme des masses des neutrinos. Or, je vous dis qu'il y a 3 neutrinos, donc on peut se demander, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que de parler de la somme des masses des 3 neutrinos? Alors, on a effectivement fait des simulations pour vérifier que si l'on pouvait ou pas faire une différence entre les différents modèles. Donc là, je vous remontre les deux scénarios possibles, qui s'appellent normal ou inversé. Et pour une même somme des masses de 0,1 électronvolt ici, on a simulé 3 cas, soit les neutrinos sont dans cette hiérarchie de masse-là, soit celle-ci, soit on ne se complique pas la vie, on met les 3 neutrinos à la même masse. Et bien, voici au niveau de l'univers primordial le spectre de puissance que l'on a toujours en rapport ici à un cas dégénéré en fait. Et lorsque l'on passe dans la spectre de puissance de la forêt Lyman alpha, voici les 3 cas, donc ramenés au cas dégénéré central. Ce que vous voyez, c'est qu'il est totalement impossible à l'intérieur des barres d'erreur de nos simulations, qui elles-mêmes sont nettement inférieures aux barres d'erreur des données, de distinguer les 3 modèles. Donc, sans rentrer dans le détail des valeurs que l'on voit là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, en cosmologie, et en particulier quand on fait ces mesures de flux d'absorption et de spectre de puissance de la forêt Lyman alpha, il est impossible de distinguer différents scénarios de répartition de la masse des 3 neutrinos. Donc, c'est bien la somme des masses des 3 saveurs de neutrinos qu'il faut considérer, et non pas de rentrer dans le détail de chacune des masses individuellement. Donc, qu'est-ce que l'on apprend sur la somme des masses des neutrinos quand on étudie les données du relevé Sloan? Alors, voici les contraintes que l'on a juste avec le survey tout seul, le relevé tout seul, une somme des masses qui est inférieure à de l'ordre de 1 électronvolt. On a gagné un facteur 6 par rapport à la physique des particules. Je vous rappelle que la limite supérieure était à 6 électronvolts. On ne peut pas faire mieux parce qu'en vérité, même si on a accès à une information où la suppression est importante, si l'on ne voit que cette région-là, on n'est pas capable de dire le bras de levier par rapport à ce que l'on aura attendu en absence de masse. Et donc, en fait, pour améliorer ces contours, pour améliorer cette contrainte, il va nous falloir pouvoir comparer les valeurs de la puissance que l'on mesure à la valeur sans suppression. Et ça, c'est justement l'information que l'on peut avoir quand on va étudier le fond diffus cosmologique, donc dans l'univers à beaucoup plus grande échelle, et on a enfin, grâce à ce relevé-là, une mesure uniquement dans ce domaine-ci. Donc tout seul, ce relevé-là ne permet pas d'avoir une contrainte très importante sur la masse des neutrinos. Par contre, utilisé conjointement avec les données du Sloan, on a une mesure du bras de levier de l'effet des neutrinos, et donc là, on gagne quasiment un facteur 10
sur la valeur supérieure de la masse des neutrinos grâce à l'utilisation conjointe de ces deux types de relevés. Et ça, c'est un résultat. Alors, précisément ici, c'est appliqué à la masse des neutrinos, mais de façon générale en cosmologie ou en astrophysique, c'est vraiment quelque chose de très important. Un seul relevé fait ce qu'il peut, mais quand on combine des informations qui n'ont pas des dégénérescences dans les mêmes axes, qui apportent des informations complémentaires, on peut faire des bonds prodigieux sur notre compréhension de l'univers, de l'évolution, de la cosmologie et des particules qui composent cet univers. Ici, on a un facteur 10 quasiment entre ce que peut faire chacun des relevés individuellement et ce que l'on peut obtenir en combinant les deux relevés. Je vais maintenant passer à une dernière partie qui concerne la matière noire. Donc justement, je vous ai dit, l'essentiel de la matière dans l'univers, c'est sous une forme de matière noire non lumineuse, mais pourtant au niveau de la masse, c'est elle qui domine. Aujourd'hui, on a fait tous les efforts possibles depuis des siècles, on n'arrive pas à identifier la nature de cette matière noire. Quel type de particules ou quel type de matière est responsable de cette matière qui n'est pas lumineuse ? Et ce que l'on va voir, c'est qu'il y a certaines hypothèses qui peuvent être étudiées grâce aux données que je viens de vous présenter. Alors ces hypothèses-là, une fois de plus, on utilise le terme de neutrino, mais cette fois-ci dans un contexte différent. On parle de neutrinos stériles. Alors c'est ici, là, je vous ai parlé de neutrinos tout à l'heure, donc avec les 3 neutrinos actifs que je vous ai mentionnés. Pourquoi actifs ? Parce que c'est eux qui interviennent dans les réactions nucléaires que l'on connaît. Ce sont ces neutrinos-là, ou plus précisément, c'est le neutrino électronique, l'un de ces 3 neutrinos, qui est émis au cœur du Soleil lors de la fusion thermonucléaire au cœur du Soleil et au cœur de toutes les étoiles. Ces 3 neutrinos-là, on les a maintenant mis en évidence de façon indéniable au sein des réacteurs, au sein des accélérateurs de particules. Ce sont les neutrinos actifs que l'on sait produire et que l'on sait mesurer. On imagine qu'il est possible d'avoir une extension du modèle standard de la physique des particules dans lesquels on aurait 3 neutrinos supplémentaires et qui permettraient de résoudre d'autres problèmes que n'arrive pas encore à gérer la physique des particules telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et un de ces neutrinos-là pourrait avoir une masse 1000 fois supérieure, non pardon, je me trompe, 1 million de fois supérieure, enfin ouais, entre 1 millier et 1 million de fois supérieure à celle des neutrinos actifs, et serait alors un excellent candidat pour expliquer justement la matière noire de notre univers. Par ailleurs, on a des observations effectuées dans le domaine des rayons X où on étudie les émissions en rayons X de galaxies et d'amas de galaxies. On arrive à identifier à peu près l'intégralité des émissions que l'on mesure, à l'exception d'un petit excès qui pourrait s'interpréter comme la désintégration d'un neutrino stérile, justement dans le domaine de masse de l'ordre du kilo-électron-volt. Donc, entre les extensions des modèles de physique des particules et quelques observations non expliquées aujourd'hui, on a une motivation assez élevée pour un type de matière noire qui pourrait être sous cette forme de neutrino stérile. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structuration de la matière ? Aujourd'hui, l'hypothèse la plus habituelle pour la matière noire, c'est de considérer une matière noire froide, donc qui est une matière noire de masse très élevée et qui, de fait, dans les simulations numériques, reproduit extrêmement bien ce que l'on imagine être la structuration de l'univers aujourd'hui, d'après toutes les observations comme le Sloan et d'autres relevés que vous avez vus dans le cours qui précédait. Si par contre, au lieu d'avoir de la matière noire froide, on remplace l'intégralité de la matière noire par de la matière noire chaude. Donc là, je parle même de particules beaucoup plus légères que ces neutrinos stériles sur lesquels on va revenir. Voici le type d'univers que l'on devrait observer, donc avec le même phénomène de lissage complet de toutes les petites structures que je vous ai mentionnées pour les neutrinos actifs. Mais cette fois-ci, c'est toute la matière noire que l'on a mise sous cette forme-là, et donc le phénomène de lissage est beaucoup plus important. Tout à l'heure, les neutrinos actifs, c'était une petite fraction de la masse totale de l'univers. Ici, j'y ai mis toute la matière noire, donc le phénomène est beaucoup plus violent. Alors, juste en intransparent pour que vous compreniez la différence entre le type de résultat que l'on va observer maintenant sur la matière noire par rapport à ce que l'on a vu sur les neutrinos actifs.
Tout à l'heure, je vous ai donné des limites supérieures sur la masse des neutrinos. Et ceci, c'était parce qu'on faisait la comparaison entre l'impact des neutrinos, qui était d'autant plus grande que la masse des neutrinos devenait importante, par rapport à une région dans laquelle on n'avait pas d'impact des neutrinos. Et donc, vu que l'impact des neutrinos croissait avec la masse, on avait effectivement une limite supérieure. Ici, le contexte est un petit peu différent, puisque ce n'est pas une petite fraction de la masse de l'univers que j'ai mis sous forme de particules qui vont lisser les structures, c'est l'intégralité de la matière noire. Donc là, on est dans un cas beaucoup plus violent, et donc cette fois-ci, comme je n'ai plus de matière noire froide proprement dite, je n'ai plus que cette matière noire tiède, le lissage va être d'autant plus important que les particules vont lisser. Et les particules, elles lissent d'autant plus ici que la masse des particules sera faible. Parce que, contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas une petite fraction que je prends, mais c'est l'intégralité. Donc ça ne se déduit plus de contribution de matière noire froide, c'est l'intégralité que je mets sous cette forme-là. Et donc plus les particules sont légères, plus elles vont pouvoir effacer pendant longtemps dans l'histoire de l'univers les structures, et donc plus elles vont avoir un effet de coupure ici dans le spectre de puissance, et donc ce sera une limite inférieure sur la masse de la matière noire sous cette forme-là que l'on va pouvoir déterminer. Donc, voici le phénomène de coupure dans le spectre de puissance dont je vous ai parlé. Voici l'observable que l'on devrait avoir d'après le résultat de simulation hydrodynamique. Et cet observable-là, c'est celle que l'on va comparer aux données. Donc là, bon, juste si vous voulez vraiment suivre dans le détail, attention, ici c'est le spectre de puissance que je représente. Ici c'est le rapport du spectre de puissance pour de la matière noire tiède à un spectre de puissance pour de la matière noire froide, pour mieux mettre en évidence l'impact de ce type de matière noire par rapport à une matière noire plus ordinaire comme on a l'habitude de la considérer aujourd'hui. Donc, ce que l'on voit sur ce type de graphique, par exemple, donc les 3 bandes de couleurs, c'est pour des observations à 3 redshifts différents, donc ça veut dire à 3 époques différentes dans l'histoire de l'univers. L'impact est le plus violent dans cette courbe-ci, et cette courbe-ci, c'est un redshift, c'est celui qui a le redshift le plus élevé, et donc ça veut dire que l'information la plus contraignante que l'on pourra avoir sur notre matière noire, c'est quand on remonte le plus tôt dans l'histoire de l'univers, et ceci c'est parce qu'on intervient avant que justement que la structuration commence à détruire un petit peu l'effet de lissage que l'on avait par les vitesses relativistes de ces particules. Donc, pour avoir les meilleures contraintes, il faut aller tôt dans l'histoire de l'univers et aux plus petites échelles. Vous vous souvenez, les grandes échelles sont ici, les petites échelles ici. Et c'est vraiment dans les petites échelles qu'on a le plus d'effets. Donc, je vous montre ici simplement voilà, le type de contraintes que l'on a. Donc, oubliez les 2 autres boîtes. Vous avez une limite inférieure ici sur la masse du neutrino stérile. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une masse supérieure à cette valeur-là pour que l'univers que l'on observe aujourd'hui soit compatible avec les prédictions des simulations hydrodynamiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les données en rayon X, dont je vous parlais tout à l'heure, elles nécessitent un neutrino stérile dont la masse serait beaucoup plus faible que celle-ci. Donc ça veut dire que sur un modèle simple de neutrino stérile, on ne peut pas expliquer à la fois les données en X et la structuration de l'univers tel que l'on l'observe avec des neutrinos stériles de façon simple. Alors j'espère que ça ne va pas être trop technique. Si vous êtes largué, vous levez les bras, vous me dites stop, c'est plus possible, et puis je passerai une conclusion un petit peu plus abordable. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on avait mis l'intégralité de l'univers sous cette forme de matière noire chaude, sous forme de neutrinos stériles. On a vu que ça ne marchait pas. On avait des limites qui ne nous permettaient pas d'expliquer l'ensemble des observations qu'on avait à se mettre sous la main. Donc, une approche intermédiaire, c'est de se dire bon, on a été trop violent en mettant tout l'univers sous cette forme de matière noire tiède, mais ce que l'on peut faire, c'est de dire qu'il n'y en a qu'une fraction et que le reste est encore sous forme de matière noire froide, donc de matière noire ordinaire, et auquel cas, on va alléger le problème rencontré et on devrait être plus cohérent avec les observations que l'on a. Et de fait, c'est évidemment ce que l'on trouve, donc prenez qu'un seul de ces 2 graphiques, qui se ressemblent suffisamment pour que ce ne soit pas nécessaire de regarder les 2. On prend ici un graphique qui illustre la fraction de la matière noire sous forme de cette matière noire tiède, et ici une information sur la masse de cette particule de matière noire.
tiède, grande masse à gauche, petite masse à droite. C'est pas juste parce qu'on aime bien inverser les axes, mais c'est parce que les contraintes sont mieux exprimées sous cette forme de 1 sur la masse et non pas directement la masse. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'en rouge, c'est une probabilité proche de 1, donc ça veut dire que ça, c'est parfaitement cohérent avec nos observations. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tendance à privilégier une grande masse de cette particule de matière noire tiède. Donc grande masse, ça veut dire qu'en pratique, on se rapproche au type de particules de matière noire standard qui forment la matière noire dite froide, ordinaire. Et donc c'est cohérent avec ce que l'on avait observé puisque les données sont compatibles avec de la matière noire froide et le sont moins avec de la matière noire trop chaude. Ou de façon équivalente, si on veut des masses plus faibles, on est obligé d'avoir une fraction qui soit... qu'est-ce que je dis? Si on veut une... Oui, soit on veut des grandes masses, soit on veut une fraction beaucoup plus faible de matière noire tiède, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on se rapproche de cette matière noire chaude. Bon, ça paraît peut-être un peu stupide, évidemment, si l'un ne va pas et que l'autre va, on fait un mélange et à un moment donné, on finit par avoir quelque chose de cohérent avec les données. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, ça nous permet d'étudier des modèles beaucoup plus génériques de matière noire sous forme de neutrinos stériles. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails non plus, mais un modèle beaucoup plus solide sur le plan théorique nous permet d'avoir une prédiction où cette particule plus générique se comporte comme un mélange de matière noire froide et de matière noire sous forme de neutrinos stériles tièdes, comme je l'ai vu tout à l'heure. Donc, ce modèle mixte qui paraissait un peu ad hoc, finalement, il nous permet aussi d'étudier des modèles plus génériques de neutrinos stériles et donc des modèles beaucoup plus réalistes dans lesquels on va pouvoir de nouveau étudier les particules qui pourraient causer la structuration de l'univers tel que l'on l'observe aujourd'hui. Donc voici de nouveau des contraintes que l'on a sur ces modèles de neutrinos stériles. Et donc la probabilité est la plus élevée, de nouveau malgré tout, pour des particules raisonnablement massives. Mais cette fois-ci, on arrive à avoir des résultats qui soient cohérents avec les données pour toute une gamme de modèles de neutrinos stériles. Et donc contrairement à tout à l'heure où on avait exclu les modèles les plus simples, ici, dans ces modèles plus complexes, qui se comportent comme un mélange de matière noire tiède et froide, on arrive à avoir des modèles de neutrinos stériles qui se comportent raisonnablement comme les données que l'on a observées. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire au-delà aujourd'hui? Donc, je vous ai présenté un premier jeu de mesures qui reposait sur les 14 000 meilleurs quasars d'un lot de 60 000. Aujourd'hui, avec l'intégralité des données du relevé SDSS, donc du relevé Sloan, on a plus de 200 000 quasars. Et donc, on a pu de nouveau se concentrer sur les quasars les plus prometteurs, dont on a extrait à peu près 20% des objets. Et on obtient un spectre de puissance en fonction du redshift, donc à différentes époques dans le passé de l'univers ici, qui est beaucoup plus précis que ce que l'on avait tout à l'heure. Je vous montre par exemple la différence entre les deux. Et ce que vous voyez par exemple, c'est qu'aux petites échelles ici, qui sont les échelles qui portent le plus d'informations, comme on l'a vu à plusieurs moments dans cet exposé, on avait des barres d'erreur et des fluctuations très importantes qui se sont quand même grandement atténuées en augmentant la statistique de données que l'on avait, le nombre de quasars sur lesquels on peut travailler. Et par ailleurs, on s'arrêtait à un redshift de 4,4 et on arrive à aller un binôme redshift plus loin, c'est-à-dire on arrive à aller encore un petit peu plus tôt dans l'histoire de l'univers pour étudier une fois de plus l'univers encore plus jeune, donc avant que la formation des galaxies soit trop forte. Et donc on a une meilleure contrainte de ce qui se passe tôt dans l'histoire de l'univers. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en passant à un autre relevé, parce qu'à un moment donné, le relevé Sloan, même si ça fait des années, des décennies qu'il produit des données absolument spectaculaires, il a ses limitations. C'est un télescope de 2,5 mètres de diamètre. Vous avez vu que pour faire les spectres, il fallait enquiller des fibres optiques dans des trous qu'il fallait perforer préalablement en cours de journée, etc. À un moment donné, c'est plus possible. Si on veut gagner un ordre de grandeur dans nos données, on est obligé de passer à un autre type d'instrument. Et donc voici l'instrument du relevé DAISY qui devrait prendre des données à partir de 2020, qui est en très bonne voie. Il s'agit cette fois-ci d'un télescope de 4 mètres de diamètre
au foyer duquel ce n'est plus 1000 fibres, mais 5000 fibres que l'on aura. Et gros avantage, ce seront des fibres qui sont montées sur des petits robots, des positionneurs robotisés qui pourront, à chaque image, se repositionner sur l'objet que l'on veut observer. Donc il ne sera plus nécessaire de faire tout un travail mécanique préalablement aux observations. On pourra, à la volée, choisir les objets que l'on veut observer, les programmer dans l'instrument et avoir tous ces robots qui se positionneront au bon endroit. Voici une photo du télescope. C'est aujourd'hui une très grosse collaboration internationale. Il y a déjà plus de 600 membres dans la collaboration, provenant de plus d'une 70 instituts, dont la majorité non américaine. Donc c'est une collaboration internationale avec une très forte contribution européenne notamment. Et juste pour mentionner la contribution française, dans ces 600 membres, il y a 40 ingénieurs et physiciens français dans la collaboration. Au niveau des objets que l'on va étudier avec DESI, c'est comparable à ce que l'on avait fait dans le Sloan. Par contre, avec un nombre d'objets beaucoup plus conséquent, on avait de l'ordre du million de galaxies au total dans le Sloan. Vous voyez qu'ici, on aura plus de 35 millions de spectres, enfin de redshift et donc de spectres observés avec DESI. Juste une petite image, une succession d'images de l'état des lieux de l'instrument. Donc voici le télescope dans son dôme. C'est un dôme assez spectaculaire, ce qui est inévitable pour abriter un télescope de 4 mètres de diamètre et limiter tous les effets de perturbation atmosphérique. Il faut que le dôme soit aux dimensions proportionnées au miroir que l'on veut utiliser. Voici justement ces positionneurs de fibres robotisés dont je vous parlais. Vous voyez les petits robots ici. Cette partie-là est la partie qui regarde le ciel. Et toutes ces pointes ici contiennent une fibre optique qui sera positionnée avec une précision de quelques microns par chacun des robots qu'il y a derrière et qui ensuite enverront par l'intermédiaire de fibres optiques la lumière jusqu'à des spectrographes. Vous avez ici un des jeux de 3 cryostars que l'on voit ici, rouge, bleu et infrarouge, montés derrière le spectrographe qui est ici protégé de toute lumière par ces grosses boîtes noires. Et ce que vous voyez ici, c'est le polissage de l'une des lentilles du correcteur de DESI. Chacune des lentilles ont nécessité plusieurs années pour leur fabrication. Ce sont des lentilles extrêmement importantes. Elles font à peu près 1,5 m de diamètre. Il y en a 6 au sein du correcteur et elles ont été polies pendant des mois avant d'atteindre le degré de polissage nécessaire. Je crois que chaque lentille coûte à peu près, je vais essayer de ne pas me tromper, oui c'est ça, c'est de l'ordre de 15, enfin non, l'ensemble du correcteur, donc les 6 lentilles coûtent à peu près 15 millions de dollars, grosso modo. Donc c'était vraiment une pièce extrêmement importante du correcteur, enfin de l'instrument. Et le correcteur au complet a été monté en Angleterre et on a affrété un avion spécifiquement pour le transport du correcteur jusqu'au Mayal, jusqu'à l'observatoire. Il n'avait aucun autre but cet avion que de transporter le correcteur et de le délivrer sain et sauf au télescope. Qu'est-ce que l'on espère observer avec DESI? Mais pour 2 des types de contraintes que l'on a vues dans cet exposé, la constante de Hubble en fonction du redshift, donc constante, comme on l'a vu, c'est vraiment un mot très rapide puisqu'elle est loin d'être constante. Ça, c'est les données telles qu'on les a aujourd'hui. Ça, c'est ce que l'on aura avec DESI. Donc, comme vous le voyez, beaucoup plus de points de mesure tout au long de cet axe en redshift, donc sur l'histoire de l'univers, et ce qui permettra très proprement de caractériser la phase de décélération de l'expansion de l'univers et accélération récente sous l'effet de l'énergie noire. À droite, c'est le graphique que je vous ai montré également sur la vitesse de croissance des structures en fonction du redshift. Et les points gris et noirs, de nouveau, ce sont les points que l'on espère mesurer avec DESI. Vous vous rappelez les points avec les très grandes barres d'erreur que l'on a aujourd'hui. Là, les différentes courbes sont des modèles que je n'ai même pas représentés sur le graphique précédent parce qu'ils étaient tous largement dans les barres d'erreur. Et là, ce que l'on espère pouvoir faire avec DESI, c'est discriminer entre plusieurs modèles de gravité modifiés afin de clairement voir si on a un univers dont la formation des structures est régie par la relativité générale ou au contraire par des modifications aux lois de la gravité.
Bon, d'autres plus quantitativement, quelques valeurs des améliorations que l'on attend avec DESI par rapport au Sloan, qui sont sur tous ces domaines-là, typiquement d'un ordre de grandeur. Donc voilà, pour en revenir aux thématiques que j'ai développées au cours de cet exposé, la physique des particules permet de contraindre déjà de façon assez précise, assez fortement, la somme des masses des neutrinos que l'on connaît, des 3 saveurs de neutrinos actifs, mais la cosmologie apporte un bon ordre de grandeur, voire 2 d'amélioration par rapport à ce que peut faire la physique des particules. C'est vraiment un atout fabuleux de la cosmologie et qui provient de cette mesure-là, de l'étude de la structuration à toute petite échelle dans les données du Sloan. Et par ailleurs, on arrive également à mettre déjà des contraintes, donc à commencer à étudier le type la nature de la matière noire qu'il peut y avoir dans l'univers. On a étudié des modèles de matière noire tiède simples, donc je ne suis pas rentrée dans le détail, mais qui sont aujourd'hui exclus par ces observations-là, mais par contre d'autres qui sont marginalement encore compatibles avec l'ensemble des observations que l'on a. D'après le Sloan et d'après des mesures complémentaires, notamment provenant d'informations dans le domaine des rayons X. Et encore un ordre de grandeur d'amélioration potentielle lorsque l'on va passer au projet DESI. Et compte tenu ici, constater une information intéressante, si on a une précision sur la mesure de l'ordre de 0,02 électronvolts, alors qu'on sait que la limite inférieure est de 0,06 électronvolts, ça veut dire qu'on va être capable de mesurer la masse des neutrinos et pas juste d'en mettre une limite supérieure comme ce que l'on a fait aujourd'hui. Je vous remercie, j'espère que je ne vous ai pas perdu.